Nouvelle audience du tribunal de l'actualité qui s'arrête aujourd'hui sur le secteur minier burkinabé en proie au climat d'insécurité marqué par des attaques terroristes récurrentes ainsi que par divers problèmes. Pour en parler, le tribunal de l'actualité a convoqué Jonas Yen, directeur des programmes de l'ORCAD. Bonjour Monsieur Yen et merci d'honorer notre convocation. Bonjour Monsieur le Président. L'ORCAD, c'est l'Organisation pour le renforcement des capacités de développement, une ONG spécialisée dans le secteur des industries extractives. Et deux des juges de ce tribunal siègent pour l'audience de ce jour. Bonjour juge Bernard Bougouma. Bonjour Président Tomondi, bonjour juge Vaha, bonjour Madame, Messieurs. Bonjour juge Bougouma, bonjour Président Tomondi, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Bonjour cher juge, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité sur la télé interactive True TV ainsi que sur Watt FM, c'est en simultané, c'est la radio 100% urbaine. Bienvenue également à vous tous qui nous suivez sur nos plateformes numériques pour cette deuxième sortie de la semaine. Et puisque vous les attendez tous, voici les avant-propos des juges que je convoque à présent. De quoi vont-ils nous parler aujourd'hui, nos chers juges, dans leurs avant-propos? Chut, Bernard Bougouma, que nous écoutons en tout premier lieu. Merci Président. Mon avant-propos va concerner une association, Zéro Goutte de Sang sur la route, qui a été lancée par Moumouni Koudougou. C'est une association qui a commencé sur les réseaux sociaux, mais qui a à son actif plusieurs activités de sensibilisation sur le port du casque, sur le port de la ceinture de sécurité, donc en circulation. Et donc, c'est une communauté virtuelle qui mène des activités au niveau des scolaires et au niveau des élèves, même au niveau universitaire. J'ai dit pour sensibiliser les uns les autres par rapport au respect des règles de la sécurité comme on appelle ça, sécurité routière. Voyez-vous qu'au Burkina, même pour porter le casque, jusqu'à présent, il y en a qui disent qu'il faut sensibiliser les gens pour qu'ils portent le casque. Il faut d'abord sensibiliser, c'est quand ils ne vont pas faire qu'il faut réprimer. C'est dans le même Burkina que quand les autorités avaient dit de porter le casque, les gens sont sortis pour dire non, c'est un deal pour vendre des casques. Bon, c'est aussi le pays du... sur certains sujets, c'est du paradoxe, quoi. Donc, depuis quand on sensibilise, j'ai toujours dit on sensibilise pas quelqu'un pour porter un habit quand il fait froid. On n'a pas besoin de le sensibiliser. Il sait qu'il doit porter son blouson, il va sortir avec. Mais là, on dit de faire la sensibilisation et qu'après, on peut venir avec la répression. Sur le plan théorique, c'est très bien. Sauf que ça dure de nombreuses années. Et donc, cette association n'a pas attendu. Elle est sortie et elle fait ce qu'elle peut. Et en tout cas, ça lui réussit. Donc, beaucoup de courage à deux. Les avant-propos aussi, c'est ça. Donc, il y a des coups de cœur qu'on fait. Et moi, j'ai fait un coup de cœur ce matin à cette association Zéro Goutte de Sang de Moumouni sur nos routes. Zéro Goutte de Sang sur la route de Moumouni Koudougou. Pour terminer, mon deuxième avant-propos très rapidement, c'est au CDP, où le CDP est encore au prétoire à la demande de l'aile Achille, compte tenu du récépissé qui a été accordé à l'aile Edi Komboyogo, même si au CDP ils disent de ne pas parler d'elle. Bon, je ne sais pas, mais en tout cas, ils se sont retrouvés hier. Le procès a été renvoyé, mais il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre parce que, naturellement, quelle que soit la victoire de l'un ou l'autre camp, il y a un qui allait forcément attaquer devant les juridictions compétentes. Et ça, c'est pas étonnant que l'aile Edi ait attaqué le fait que c'est à Edi que le récépissé a été effectivement donné. Donc, on attend. Et là, s'il a attaqué Edi, le bloc, le camp d'Edi. Donc, on attend de voir ce que la justice burkinabé va dire. Mais j'ai dit, par exemple, cette démarche, ce procès, il était attendu parce que c'était une case, c'est inévitable, compte tenu des positions tranchées, mais compte tenu aussi de ces enjeux de l'ombre dont on ne maîtrise pas totalement les ficelles. CDP donc devant la justice à nouveau et surtout bravo à cette association qui sensibilise ou qui travaille pour qu'il n'y ait pas de gouttes de sang sur nos routes. C'est aussi de la sécurité routière et c'est notre quotidien et qui est en jeu.
Juge Geoffroy Vara, votre avant-propos du jour. Oui, merci Président. Mon avant-propos va concerner la tribune faite par Dr Ablassé Ouedraogo sur la situation nationale. Il parle évidemment de l'économie du Burkina qui a touché le fond de l'abîme, et avant qu'il ne soit trop tard, il faudrait agir en patriote qui aime ce pays-là. Il faut corriger la trajectoire imprimée actuellement à l'économie en rétablissant la confiance à travers des faits et gestes apaisé et rassurant. En tout cas, il y a un constat qui est fait, qui est celui d'une économie à genoux. Ça, je ne pense pas qu'il y ait un Burkinabé qui pourrait contredire cela. C'est un fait. Maintenant, il y a aussi à chercher les raisons dans plusieurs facteurs, à la fois endogènes concernant la crise sécuritaire que nous vivons, et puis exogènes avec certains chocs qui ne dépendent pas de nous, russo-ukrainiennes et tout, et avec même aujourd'hui encore on en parle, les effets pervers et l'onde de choc de la maladie à coronavirus de cette période-là, donc qui ont mis à mal certaines économies donc africaines. Mais parce que elles n'ont pas donné de bonnes réponses aussi en son temps à ces chocs exogènes-là. Et puis pour ce qui est de ceux endogènes, il y avait des petites alternatives qu'on pourrait trouver. Je pense que si on a un président qui a la priorité, qui est celle qui est la priorité du front, c'est-à-dire celui de la guerre, il faudrait aussi qu'on ait un gouvernement concentré sur les autres questions. Comment donner un bol d'oxygène à notre économie, et ça, on a l'impression que ce n'est pas une préoccupation pour cet exécutif-là. Ça, je le dis de façon tout nette. C'est vrai que quand on écoute, on lit la tribune de Ablassé Ouedraogo, il y a aussi le constat qui est fait. Vous ne sentez pas forcément la solution. Il revient sur ce qu'il rappelle très souvent, la réconciliation, qui peut être aussi une forme de solution. Mais comment ça, il faut chercher à savoir. Mais après, il revient sur le caractère impérieux de rétablir l'intégrité du territoire. C'est le serpent alors qui se mord la queue, parce que rétablir l'intégrité du territoire, c'est faire la guerre. Faire la guerre, ça demande de l'argent. Et quand on dit qu'il faut payer, c'est les impôts et taxes. Donc, c'est l'inflation qui va aller galopant. Et c'est les populations qui vont encore en pâtir. Dans ce cas de figure, comment on fait? C'est le serpent qui se mord la queue. On attendait donc dans cette tribune-là, peut-être pour le docteur qu'il est, quelques pistes, mais que nous n'avons pas forcément vues. Soit, mais il y a au moins un constat qui est partagé. Il y a une économie burkinabé qui est à genoux. Il y a des populations qui difficilement vivent une inflation à 2 chiffres qui est très pesante et qui s'aggrave avec la hausse du prix du carburant comme on l'a vu récemment et certains autres éléments. Et l'effort qui est demandé et les taxes qui sont devenues de plus en plus fortes en termes de pression. Ça, c'est une vérité. Et je rappelle, et c'est ce par quoi je vais terminer, il y a un exécutif qu'on ne sent pas sur les solutions qui peuvent être apportées. Tout n'est pas guerre. Il y a quelqu'un qui a dit c'est son travail. Il a mis un exécutif qui devrait s'occuper des autres questions. L'autre question pour moi, c'est une épineuse question, mais c'est cette économie-là qu'il faut vraiment reconstruire. Un apaisement à apporter au niveau des acteurs clés de cette économie-là, des échanges qu'on ne sent pas, des accompagnements qu'on ne sent pas. Et pour moi, ça, c'est un problème. C'est un problème. Il faut donc reconstruire l'économie. L'économie est par terre et c'est important de retrouver nos marques dans cette ambiance de guerre et dans cette obligation de guerre que nous avons, parce que nous avons besoin également de fonds pour y arriver. D'ailleurs, on en parlera au cours de cette audience du tribunal de l'actualité, puisque nous évoquons le secteur minier. Mais avant d'y arriver, cette première articulation cède maintenant la place aux questions de généralité à notre convoqué du jour. Il s'agit de Jonas Yen, il est directeur des programmes de l'ORCAD. Et une fois de plus, je donne la parole au juge Bernard Bougma pour ouvrir la série des questions de généralité. Merci. Alors, monsieur Yen, ce n'est pas aussi le monsieur qui intervient seulement dans les mines. C'est comme l'ancien président du Conseil national des organisations de la société civile au Burkina. Et donc, quand on parle de la société burkinabé, sa société civile, elle bouge beaucoup. Et ça, parfois, par moment aussi, ça va dans tous les sens. Alors c'est vrai que vous n'êtes plus président, vous avez passé le flambeau, mais comment d'ailleurs ça fonctionne, le Conseil national des organisations de la société civile? Parce que d'un côté, il y a aussi le SPONG, le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales. Oui, il n'y a pas de contradiction entre les deux faits tiers qui collaborent parfaitement d'ailleurs.
Le secrétariat permanent des ONG, comme la dénomination même l'indique, c'est la fêtière des ONG, alors qui existe pratiquement depuis 1975. Alors, le Conseil national des organisations de la société civile, donc à l'intérieur, qui ne sont pas forcément des ONG. Mais du point de vue de la loi, c'est toutes des structures associatives. Donc, c'est deux fêtières très complémentaires. Les deux font la veille citoyenne également. Les ONG investissent aussi beaucoup sur les questions de développement. Je pense que vous suivez un peu l'actualité. Vous voyez les chiffres en milliards d'investissements que les ONG regroupées au sein du SPONG apportent comme contribution au développement du pays. Donc les deux fêtières n'ont pas de point de contradiction en tant que structure. Et d'ailleurs, nous avons cheminé pendant longtemps ensemble sur des questions de suivi des politiques publiques de développement dans ce pays-là. D'accord. Alors, normalement, c'est la voie officielle des organisations de la société civile au Burkina. Et à l'avènement du MPSR 1, sur la liste, on ne voyait pas de représentant officiel du Conseil national des organisations de la société civile. Alors, à l'origine, ça découle d'une volonté du politique ou bien ce sont les OAC elles-mêmes qui se sont retrouvées pour créer leur fêtière? Laquelle? Le Conseil national des organisations de la société civile. Non, le Conseil national des organisations de la société civile a été mis en place suivant un très long processus. Alors, au départ, on s'appelait celui national de renforcement des capacités des organisations de la société civile. L'idée, c'était de faire en sorte que les OSC soient bien organisés, bien formés, pour mieux suivre les politiques publiques de développement, notamment le CCLP en son temps. Donc, pour mieux suivre le CCLP, il fallait renforcer d'abord les capacités aussi bien techniques, organisationnelles des organisations de la société civile. Alors, au fur et à mesure, on a constaté que cette cellule-là a eu vraiment une masse critique. Alors, on s'est demandé est-ce qu'il n'y a pas lieu d'aller de l'avant. Et cela a nécessité une étude qui a consisté à parcourir les 45 provinces du Burkina Faso à la rencontre des acteurs, les structures étatiques, les organisations de la société civile, les partenaires techniques et financiers. Et de cette étude-là, la recommandation forte était qu'on aille vers la mise en place d'un conseil national des organisations de la société civile, comme ça existe dans certains pays, pour être véritablement la structure de référence et d'interface entre l'État et les autres acteurs de développement. Donc c'est ainsi que le processus s'est poursuivi et a abouti à la mise en place du Conseil national, donc de l'initiative des OSC elles-mêmes. Il n'y a pas eu d'influence politique. C'est pourquoi d'ailleurs vous remarquerez que nous n'avons pas été ébranlés par quelque gouvernement que ce soit jusqu'à ce que je passe le témoin. Pas ébranlé jusqu'à ce qu'il ne passe le témoin. Il faut que ça continue. Le Conseil national des organisations de la société civile est donc cette interface indispensable entre l'État et ses organisations et également les structures de développement. Geoffroy Vara, une question de généralité? Bon, c'est pas de généralité dans le domaine des mines. Maintenant, c'est pour mieux comprendre, puisque l'affaire s'était passée à un moment donné, c'était le 14 février. On avait l'annonce de la réquisition de 200 kg d'or, je pense la mine de Mana. Ce qui avait été invoqué, c'est l'article 16 du code minier. Et puis le lendemain, comme pour assurer, c'était le 15 février, je pense, le porte-parole du gouvernement a dit que c'est pour des, comment on appelle ça, c'est pour des raisons, comment on appelle, comme une initiative, voilà, pas seulement des raisons sécuritaires, c'est pour la nécessité publique. Voilà, c'est pour la nécessité publique. Et donc, dans ce cas de figure-là, l'État achète ce tort-là, je ne sais pas comment, mais à ces entreprises. Vous êtes du domaine. Je pense que vous aviez en amont, il y a longtemps, fait un certain nombre de propositions qui auraient pu aider pour ne pas qu'on tombe dans ce type de problème. Quelles étaient
ces propositions-là d'abord, et puis aidez-nous à comprendre cette réquisition-là. Comment ça fonctionne? C'est l'État qui achète, c'est l'État qui prend à crédit. C'est quoi cette réquisition? Bon, la réquisition, ce sont des expressions en réalité dans le domaine qui veut dire simplement, parce qu'en matière d'or, c'est exactement comme les questions d'armes. Tout ce qui est comme transaction, il faut laisser des traces. Alors donc, si l'État achète de l'or avec une entreprise, on doit pouvoir avoir des traces. Si une entreprise fait des transactions en termes d'échange en nature et autres avec l'État, on doit pouvoir avoir les traces. Donc l'arrêté qui a été pris, c'est une façon de laisser des traces pour dire j'ai besoin de quelques kilogrammes d'or pour acheter, réservez-moi 200 kilogrammes d'or pour acheter. Donc c'est une disposition légale prévue effectivement par l'article 16 du Code minier. Alors, le communiqué que le gouvernement a fait, je pense que c'est suite à la réaction qu'on voyait dans l'opinion. Et j'ai réagi par la suite parce que je me disais même que si tu n'es pas du milieu, le communiqué du gouvernement n'était toujours pas suffisant pour que l'opinion comprenne exactement de quoi il s'agit. Et dans cette réaction, effectivement, j'ai rappelé que nous avions en son temps fait des propositions allant dans le sens de permettre à l'État burkinabé de disposer des stocks d'or, comme dans tout pays sérieux, qui exploite des ressources minières, ou des pays même qui n'en exploitent pas mais qui en disposent. Alors la proposition, c'était de faire en sorte que il y a ce qu'on appelle le partage de la production. En ce sens, par exemple, que les royalties que le gouvernement, l'État prend avec les sociétés minières en termes d'argent liquide, on pourrait remplacer cela par le partage des lingots d'or. C'est-à-dire que si une société minière veut sortir avec de l'or pour aller en Suisse pour l'affinage, par exemple, au lieu qu'on vous paie de l'argent, ce qu'on appelle les royalties, on pourrait partager cela en termes de lingots. Donc nous prenons pour nous, c'est à nous d'aller raffiner où nous voulons, quand nous voulons, et vendre également quand nous voulons. Cela nous permet aussi de constituer des stocks. Alors une telle proposition n'avait pas passé, si bien qu'aujourd'hui, le gouvernement a eu un besoin d'or, il n'en a pas. Il a été obligé de demander à des sociétés minières pour en acheter. Vous comprenez un peu ce que cela signifie. Donc, on a négocié avec eux pour acheter. Bon, je dis négocier, même si c'est prévu dans le code minier. Parce que l'opinion, quand elle a entendu réquisition, ils se sont dit, bon, l'État est venu, minu militari, ils ont dit, bon, écoutez, mine de minam, on veut 200 kg d'or, on prend, on s'en va. Oui, on a même entendu les mots confiscation, saisie, tout ça, non, il n'en est rien. C'est vraiment le mot, c'est la réquisition, c'est une façon de dire, réservez-moi telle quantité de kilogrammes d'or parce que je dois l'acheter. Et il doit l'acheter selon le coût normal de vente, sans donner l'impression qu'il est en train de faire la force à l'entreprise qui lui cède son or pour l'acheter. Je disais aussi que le lendemain, 15 février, il y a le porte-parole du gouvernement qui a donné un message qui a semblé vouloir être celui de quelqu'un qui veut rassurer ceux qui sont là. Je rappelle, il dit la décision de réquisition est dictée par un contexte exceptionnel de nécessité publique qui fonde l'État à demander à certaines sociétés minières de lui vendre une partie de leur production d'or, ce que vous disiez tout à l'heure. Donc il rappelle que le gouvernement a souhaité rassurer les investisseurs et tous les autres partenaires du Burkina Faso. Bon, on a l'impression que quand vous expliquez comme ça, c'est un deal simple. On n'a pas besoin de rassurer, d'autant plus qu'on achète nous-mêmes. Non, je pense qu'ils avaient besoin de rassurer quand même, parce que c'est la première fois que cela arrive au Burkina. D'accord. Et les investisseurs miniers, en pareille circonstance, veulent être rassurés si c'est une action ponctuelle ou bien ça va continuer. Et si ça va continuer, c'est inquiétant effectivement pour eux. Parce que c'est un domaine, en règle générale,
Il y a des entreprises, dès que leur or sort, ça dit qu'automatiquement c'est déjà vendu. Donc il y a des preneurs qui avaient déjà commandé même avant qu'ils ne sortent. Alors si vous avez des clients à qui vous devez livrer l'or dans des délais précis, et qu'à chaque fois on doit vous venir prendre une partie, ça déséquilibre beaucoup de choses, ça peut créer des situations désagréables vis-à-vis de ses partenaires. Donc ce communiqué, c'est pour les rassurer que ce n'est pas une pratique qu'on est en train d'instaurer dans notre pays, mais c'est pour des circonstances vraiment exceptionnelles. Donc on vous rassure que ça ne va pas continuer. Je pense qu'ils avaient besoin quand même de cette assurance-là pour qu'ils ne commence pas à comprendre qu'on est en train de tendre vers ce qu'on pourrait qualifier d'État voyou, alors que ce n'est pas le cas. Et ce que l'État achète, c'est quoi? C'est de l'or non raffiné, puisque c'est directement à ces mines ici. Oui. Je ne saurais vous dire. Même si c'est non raffiné ou raffiné, les sociétés minières ont le tout. Ah, ok. Ils ont les deux. Donc maintenant, c'est quel type d'or ils ont pris, ça, je ne sais pas. D'accord. Sinon, ils ont les deux cas. Okay. Voilà. Réquisition donc de 200 kg d'or produit à la mine de Manas dans l'ouest du pays. Excusez-moi. Et cette réquisition pour nécessité publique permettra également à cette société de percevoir une indemnisation correspondant à la valeur de l'or réquisitionné. C'est le tribunal de l'actualité, deuxième audience de la semaine, qui reçoit pour vous aujourd'hui Jonas Yen, directeur des programmes de l'ORCAD, l'Organisation pour le renforcement des capacités de développement. C'est une ONG spécialisée dans le secteur des industries et extractives. Et nous parlons justement du secteur minier. Quel état des lieux on peut faire aujourd'hui, M. Yen, de ce secteur au regard de la situation sécuritaire du pays? Un état des lieux difficile. Un état des lieux difficile au regard de l'impact que la situation sécuritaire a sur les secteurs à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la recherche, au niveau de l'artisanat minier, de la semi-mécanisée, de l'industrie minière. Il y a un fort impact à tous ces niveaux-là. Et surtout au niveau des industries minières où c'est des gros investissements. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui soit qui ont arrêté leurs activités, soit qui travaillent partiellement, d'autres ont diminué leur production parce qu'il devient de plus en plus difficile de fonctionner comme avant en termes de déploiement de personnel ou en termes d'acquisition des intrants qui entrent dans la production. Donc tout cela a un impact sur pratiquement toute la chaîne en termes d'emploi, perte d'emploi pour les entreprises qui ont suspendu leurs activités, en termes de baisse des recettes dans le budget de l'État, en termes de baisse de la production, les questions de dividendes, bon, tout ça, ce sont des éléments qui sont fortement touchés. Parce que sans oublier aussi que ça oblige les entreprises minières qui tiennent encore le coup à investir davantage pour prendre en charge le volet sécurisation de leur site. Oui, donc en dehors de Percoa qui a fermé pour des raisons autres que sécuritaires, vous avez répertorié 5 mines industrielles qui ont officiellement introduit une demande de suspension de leurs activités de production auprès du ministère des Mines. Et évidemment, l'impact financier et social est très important. On a estimé en janvier 2023, je crois que c'est l'ITIE, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, a estimé donc en janvier 2023 la perte annuelle en termes d'or pour une valeur de la perte annuelle en termes de quantité produite à 10,35 tonnes d'or, c'est bien ça, pour une valeur de 320 milliards, de plus de 320 milliards de francs CFA.
Oui, Geoffroy Vara. Oui, on sent le contexte qui est forcément assez difficile, parce que d'abord il y a la cellule sécuritaire, et puis il y a ce tout chapitre-là, parce que on a compris que beaucoup de FDS, Forces de défense et de sécurité, avaient aussi des contrats de sécurisation de certaines mines. Et la gestion avait même fait couler beaucoup d'encre et poser problème. Parce qu'aujourd'hui, ces mines-là se retrouvent pour la plupart faire maintenant appel à des privés, ou bien c'est toujours ce type de contrat-là qui continue d'exister. Oui, c'est vrai qu'il y a des sociétés minières qui ont contacté avec certaines forces de défense et de sécurité pour, disons plutôt, les forces de sécurité, pour assurer leur sécurité. Ces actions continuent, ça continue c'est pas sur tous les sites, ça continue sur les sites qui le faisaient. Mais en dehors des forces de sécurité, il y a également le privé également. Vous voyez que dans pratiquement toutes les mines, il y a la sécurité privée qui est toujours là. Et avant ces contrats, cette sécurité privée était toujours là. Jusque-là, dans toutes les mines industrielles, il y a la sécurité privée et il y a également les forces publiques qui apportent leur contribution à certaines mines et généralement à leur demande. D'accord. Mais moi, il y a un autre point aussi, c'est la question de l'orpaillage. On a vu, je vais retrouver le nom après, on a vu comment, de façon spontanée, comment les gens viennent creuser un peu, pas loin quelquefois des entreprises minières qui ont qui ont tous les papiers, tous les documents et tout, et ça commence à devenir un véritable problème. On a vu comment est-ce que à un moment donné le ridicule a été poussé jusqu'à pratiquement réclamer d'aller sur les terres même de ces entreprises là pour creuser et faire tout. Il y a un orpaillage qui commence à devenir une vraie pression aussi, et puis difficile à maîtriser au regard. Je ne sais pas c'était quelle mine, c'était Oundé. C'est un véritable problème. Oui, il y a cette question de difficile cohabitation entre les mines industrielles et les artisans miniers que nous appelons les orpailleurs. Cela s'explique en partie aussi au fait qu'il y a des provinces, quand vous prenez certaines provinces, toute la superficie de la province est couverte par des permis de recherche. Je dis bien toute la province. Parce que des entreprises minières ont la possibilité d'avoir 7 permis de recherche à hauteur de 250 km². Ça, c'est les entreprises. Il y a des privés, des individus qui ont la possibilité d'en avoir également jusqu'à 3. Donc, dans certaines provinces, quand vous mettez tout ça ensemble, vous vous rendez compte que toute la province est couverte par les permis de recherche. Conséquence, forcément, les sites d'orpaillage se retrouvent à l'intérieur des périmètres de ces titres miniers-là. Alors, s'il n'y a pas une bonne sensibilisation et une bonne concertation et de dialogue pour une meilleure cohabitation, il arrive qu'il y ait ces genres de situations. Tout comme il y a des sociétés minières aussi qui ont eu l'intelligence de trouver un terrain d'entente avec ces orpailleurs-là, qui travaillent sur leur périmètre avec des conditions bien précises pour leur permettre de continuer à chercher leur pitance, mais en respectant des clauses, parce que vis-à-vis des questions environnementales, c'est l'entreprise détentrice du titre minier qui répond devant l'État en cas de problème. Donc aujourd'hui, c'est un problème, j'allais dire, casse-tête, sur lequel nous travaillons d'ailleurs pratiquement tous les jours avec le ministère des Mines, avec les orpailleurs eux-mêmes à travers leurs fêtières et aussi à travers l'ANEMAS, qui est l'Agence nationale
d'encadrement des exploitations minières artisanales et semi-mécanisées et l'Office national de sécurisation des sites miniers. C'est vrai que jusque-là, on n'est pas arrivé à trouver la bonne formule. Et la bonne formule aurait voulu que la mission assignée à l'ANEMAS puisse vraiment atteindre ses objectifs en termes d'encadrement et d'organisation des orpailleurs, ce qui n'est pas encore le cas. Mais si on y parvenait, je pense que ce serait la meilleure formule pour mieux gérer ces situations conflictuelles entre ces deux entités-là. Justement, peut-être pour terminer dans ma série de questions, par les situations conflictuelles, mais Houndé a été le symbole de ce que il y a une vraie défiance face à l'État. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas compris. On a quelquefois l'impression d'un État qui est désarmé face aux orpailleurs. Oui, on peut le dire, mais parfois aussi, les gens agissent sans meilleure coordination. Pour le cas de Houndé que j'ai suivi quand la crise a éclaté, alors on a constaté que même entre les structures de l'État, il n'y a pas eu une bonne coordination avec l'entreprise pour éviter ce qui est arrivé à Houndé. Parce qu'avec les orpailleurs, lorsque vous les repoussez, ensuite vous les repoussez, à un moment donné, ils se disent, ah non, nous, si on a besoin d'avoir à manger, il faut qu'on s'asseye pour en discuter. Mais s'il n'y a pas ce cadre d'interlocuteurs, avec des interlocuteurs fiables, généralement, ça dérape. Aussi, si vous n'avez pas l'approche et que vous venez de façon brutale, pour des déguerpissements, ça entraîne des dérapages. Je pense que c'est ce qui est arrivé au niveau de Houndé, ce qui signifie effectivement qu'il faut véritablement avoir des cadres pérennes sur ce genre de questions pour pouvoir dialoguer régulièrement et prévenir à temps, de sorte à créer les meilleures conditions de cohabitation entre les deux. C'est la deuxième audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Une deuxième audience qui reçoit pour vous Jonas Yen, directeur des programmes de l'ORCAD. Nous parlons du secteur minier. Et justement, sur cette question d'orpaillage, le gouverneur de la région de la boucle du Moun a annoncé la fermeture à compter du 1er mars 2023 de plus de 40 sites d'exploitation artisanale de l'or pour des raisons sécuritaires. Quels sont justement les impacts sociaux et productifs d'une telle décision, Jonas Yen? Ce que je comprends de ces décisions, c'est des mesures qui ont été prises dans plusieurs provinces, dans plusieurs régions. Il y a eu beaucoup de sites qui ont été fermés. Je comprends que à travers ça, l'État voudrait protéger aussi la vie des orpailleurs. Parce que vous savez qu'actuellement, il y a des opérations militaires dans pratiquement toutes les régions. Ce n'est pas à chaque fois que les citoyens sont au courant que l'armée va agir dans tel endroit, tel jour. Or, on sait que lorsque les forces du mal sont en débandade, parfois les réflexes d'aller vers les sites miniers, les sites d'orpaillage où il y a du monde pour se confondre aux orpailleurs. Alors en pareille circonstance, ça peut gêner un peu les opérations militaires. Alors donc pour sécuriser les orpailleurs eux-mêmes et s'assurer que ce sont des forces du mal qu'on vise et non pas des populations où il peut arriver des bavures, l'autorité préfère fermer ces sites-là pour permettre aux opérations de se dérouler de façon sereine, sans causer trop de bavures. Contre les populations, un coût social et un coût productif. Bien évidemment. Imaginez ces gens ces artisans miniers dont c'est la pitance au quotidien. Lorsque on vous dit que le site a été fermé jusqu'à nouvel ordre, sans que vous ne sachiez le nouvel ordre c'est jusqu'à quand, ça veut dire que du point de vue social, quand même, c'est un autre souci.
Donc, en termes de coût social, ça c'est indéniable. C'est indéniable, oui, Bernard Augmont. Oui, la question minière suscite beaucoup de passion quand on parle de mines. Alors, pour une bonne frange de la population, voici des messieurs qui sont venus prendre notre patrimoine et puis partir. Quand certaines autorités également ont l'occasion de parler des mines, c'est comme si effectivement il y en a qui sont venus pour faire du brigandage sous nos cieux. La réalité est comment d'ailleurs? Est-ce que ces messieurs-là sont de gourous face à qui l'État peut rien? Ou bien il y en a qui en font trop dans la façon de lire les choses qui n'est pas la réalité des faits? Non, le secteur des mines est un secteur économique comme tout secteur, même s'il a ses spécificités. Il appartient à l'État hôte de savoir ce qu'il veut faire de son économie à travers les mines et d'établir les règles et les textes en la matière. Alors, si vous n'avez pas la capacité de mettre en place des textes qui vous protègent, qui garantissent vos intérêts, c'est vrai, on peut en vouloir à l'investisseur issu d'un domaine très capitalistique. Quand il vient chez vous, ce n'est pas parce que vous êtes beau qu'il est là. Il est là pour son profit. Si vous avez des failles, il va en profiter. Donc la réalité est que nous n'avons pas une bonne politique en termes de protection de nos intérêts, en termes de suivi même et de contrôle des opérations minières. Il ne suffit pas de donner des titres miniers à des entreprises dans le secteur des mines et attendre qu'ils vous envoient des rapports ou des données déclaratives. Ça, vous aurez vos yeux pour pleurer par la suite. Donc, c'est ce qui arrive généralement chez nous. Alors, on donne des titres miniers, on est content de dire qu'on a des investisseurs chez nous, mais on ne suit pas. On ne contrôle pas tout ce qu'on nous produit comme données. On prend sans prendre le temps de chercher à vérifier si ces déclarations unilatérales qui viennent des sociétés minières sont vraies ou pas. À partir du moment, même si vous avez de très bons textes et que le suivi et le contrôle ne suivent pas, vous ne pouvez pas sentir véritablement l'impact de l'exploitation des ressources là sur votre économie, sur vos populations. C'est pourquoi d'ailleurs les récriminations continuent. Alors, en plus de ça, on n'a pas un plan de financement de notre secteur. On récolte des revenus. En retour, on n'investit pas pour une meilleure promotion du secteur. On ne forme pas conséquemment nos compétences à l'intérieur. Donc il y a beaucoup d'insuffisances, mais ces insuffisances sont liées à nous en premier lieu. Les autres ne font que profiter de nos failles. En deux mots, est-ce que le code minier actuel profite au Burkina et à son économie? Est-ce qu'il y a besoin de relire ce code? Est-ce qu'il y a besoin de réorganiser un certain nombre de choses pour avoir plus d'efficacité? Le code minier actuel a beaucoup d'innovations par rapport au code précédent, même s'il n'est pas totalement parfait. Nous pensons même qu'il y a encore des choses à ajuster parce que les enjeux mondiaux sont devenus très, très importants. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas ça le fond du problème. Le fond du problème, est-ce que nous suivons véritablement les opérations sur le terrain? Est-ce que nous contrôlons pour s'assurer que nous ne perdons pas? Ça, c'est nouveau que nous pêchons beaucoup. Sinon, nos textes actuels, sans être très parfaits, devaient nous permettre quand même d'engager un peu. Mais actuellement, même nous sommes dans un processus également d'ajustement de certains textes d'application du code minier. Alors, je reviens à vous, Bernard Augmont, pour votre échange avec notre invité du jour qui est Jonas Yen, directeur des programmes de l'ORCAD. Merci bien. Il y a le fonds de minier pour le développement local, donc qui était alloué aux différentes communautés, aux collectivités territoriales. Alors aujourd'hui, avec la question sécuritaire, comment est-ce que ce fonds il est géré?
Parce qu'il y a des communes minières, mais aussi qui sont des communes où il y a pratiquement plus d'activité. C'est vrai, il y a les délégations spéciales qui ne sont même pas établies sur les lieux, compte tenu aussi des questions sécuritaires. Aujourd'hui, comment ce fonds est géré au niveau local? Ce fonds continue à fonctionner comme de par le passé. La collecte continue, la répartition également continue, les transferts au niveau des collectivités bénéficiaires, ça continue. Maintenant, effectivement, il y a des communes qui sont aujourd'hui vidées de leur monde. Donc la population n'est plus dans la commune. Alors à partir de ce moment, l'argent du fonds minier de ces communes sont toujours stockés. C'est toujours stocké, ce sera toujours leur argent. Si la situation se stabilise, ce sera de l'argent qu'ils vont utiliser pour reconstruire la commune. Maintenant, les communes qui continuent à fonctionner à travers les délégations spéciales, ces délégations spéciales-là vont continuer à utiliser les ressources transférées provenant du Fonds minier de développement local. Il y a aussi eu le local content du temps du ministre Bachir Ismaël Ouedraogo qui avait effectivement fait voter cette loi la loi a été votée. Maintenant, comme vous intervenez dans le domaine des mines, sur le plan de terrain en tant qu'organisation de la société civile, est-ce que réellement l'État qui a fait voter cette loi arrive à la faire appliquer? Non, il n'y avait pas une loi sur le contenu local. Il y avait plutôt un décret. Un décret, pardon. Voilà, c'était un décret. Voilà, c'était un décret qu'on avait pris suivi d'un arrêté. Mais il y avait effectivement l'idée de loi. Actuellement, nous avons un avant-projet de loi sur le contenu local qui a été déjà examiné d'ailleurs rien que la semaine passée. Les nouvelles autorités voudraient véritablement mettre en route la mise en œuvre effective de ce contenu local. Et on a trouvé nécessaire de revenir sur la loi et ajuster le décret et l'arrêté qui existait déjà, et à travers maintenant la stratégie portant sur le contenu local adoptée par le ministère des Mines puisse véritablement engager cette promotion du contenu local. L'esprit étant également d'aller vite pour améliorer la question de l'économie dont vous parliez au début de l'émission, parce que si ça fonctionne véritablement, ça pourrait venir à améliorer l'économie de notre pays. Donc, rien que la semaine passée, nous avons examiné ces questions-là pour voir qu'est-ce que nous mettons dans cette notion de contenu local, qu'est-ce que nous comptons tirer à travers ça au niveau du pays, et nous pensons que cette loi va être certainement votée dans les prochains mois. Cette loi va certainement être votée dans les prochains mois et on aborde la dernière ligne droite de cette émission déjà, et je vais donner donc la parole au juge Geoffroy Vara sans doute pour évoquer cette question de cession des actifs de 2 sites miniers intervenus également récemment dans ce secteur. On ne comprend pas très bien, oui, Geoffroy Vara. Évidemment, c'est Tambao et puis Inata. Mais il y a peut-être un terme qui interpelle beaucoup plus, par procédure d'entente directe. On veut comprendre. Lorsqu'on parle de Tambao, on sait qu'il y a une décision qui est sortie, c'est 2019, non? Parce qu'il y a eu tellement avec Franck Timis, si ma mémoire est bonne, sur la façon dont en 2012, le marché avait été passé. Aujourd'hui, on entend entente directe. Il n'y a pas un problème, c'est nous qui lisons mal. Expliquez-nous. Bon, j'avoue que sur ce qui est sorti du Conseil des ministres la dernière fois, je n'ai pas réuni encore tous les éléments d'appréciation. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Tambao et Inata sont devenus ce qu'on appelle les actifs de l'État. Okay. Ça veut dire que c'est tombé dans le domaine public de l'État. Et le code minier dit, en pareille circonstance, l'État a 2 possibilités. Soit mettre ce type de site en concurrence, ou
en entente directe, comme dans les marchés publics. Et je vois qu'ils ont opté pour l'entente directe, certainement pour aller vite. Mais cela ne veut pas dire que ça doit exclure tout le processus de négociation pour aboutir à la finalisation, comme cela s'est fait avec les entreprises minières qui demandent des permis d'exploitation. Alors, je comprends que à partir de là, si on dit que bon, c'est à vous qu'on va attribuer, j'allais dire le site, le processus doit pouvoir se mettre en place à travers les commissions de négociation, ce qu'on appelle les commissions de négociation. Ils vont examiner de fin en comble les propositions, les dossiers d'exploitation de ces sites-là, jusqu'à pouvoir sortir les propositions nécessaires qui aboutissent à l'octroi officiel de titres miniers encore en Conseil des ministres. Et quelle est la réputation de Afro-Turc Tambouressa? J'avoue que c'est une entreprise que je ne connais pas bien. Vous parlez dans le domaine même des mines? Il n'intervenait pas. C'est la première fois qu'il a une entreprise, qu'il a un site au Burkina Faso. Il n'y a pas, Afro-Turc ne détient pas une concession actuellement à ma connaissance au Burkina. C'est la première fois. Maintenant, quelles sont ses capacités techniques et financières? Je pense que c'est tout cela qui vont être analysés. Mais vous êtes du domaine. Il y a des grands noms qu'on connaît, même s'ils ne sont pas au Burkina. Mais est-ce que vous n'avez jamais entendu parler de Afro-Turc? Non, je ne les connaissais pas. Mais il semble que c'est une sorte de consortium. À l'intérieur, il y a des Africains, comme le nom l'indique, des Turcs et des Africains. Alors, mais ce qui est évident, nous sommes en train de mieux réunir les éléments pour mieux connaître cette structure. Avec nous, ce n'est pas très difficile. Hein? On va mieux les connaître, voir s'ils ont d'autres expériences ailleurs. Et puis, bon, cela nous permettra de mieux apprécier. Vous voyez, en son temps, on n'avait pas du tout apprécié Timis. Quand Timis est arrivé pour la première fois ici, on ne le connaissait pas très bien. Quand on a fait des recherches, on s'est rendu compte que ce n'était pas une entreprise sérieuse. Tout comme un groupe là qui avait pris Inata, dont on vient de retirer, et puis le site de Kalsaka. Quand ils sont arrivés, on ne les connaissait plus, hein. On ne les connaissait pas non plus. Alors on a fait des recherches, on s'est rendu compte que nous, on avait donné notre position en disant que ce n'était pas une entreprise sérieuse à qui on pouvait confier un site important, par exemple, comme Inata et autres. En son temps, on avait outrepassé. Par la suite, vous avez vu qu'on a retiré le titre minier. Alors, donc, c'est là aussi, nous allons chercher à mieux les connaître avant de les juger. Peut-être que c'est un groupe sérieux, peut-être qu'ils ont de l'expérience ailleurs, parce qu'en règle générale, les Turcs sont quand même dans les mines. Hein. Ils sont dans les mines comme les Russes, comme les Canadiens. C'est tout ça là qui nous intéresse davantage pour aller connaître s'ils ont une expérience quelque part ailleurs. Je pense qu'à d'autres occasions, on pourra avoir plus d'éléments d'appréciation. Pour les process, l'entente directe, vous avez dit quand on veut aller vite, on peut l'utiliser, c'est prévu. Mais est-ce que c'est ce qui est souhaité? Surtout que on a tellement d'exemples. Quand on sort du procès avec Franck Timis, ça nous a pris 2012 à 2019. On sait ce que ça vaut. Est-ce qu'on avait l'obligation d'être si pressé dans ce contexte-là? C'est ça. Surtout qu'on parle de bonne gouvernance et qu'il y a une certaine envie d'aller sur des chemins vertueux. C'est ça aussi la question des lois. Quand une loi donne deux possibilités, il dit vous avez la possibilité de faire comme ça ou de faire comme ci. Celui qui prend la décision regarde comme ça, et il prend une option. Si la loi avait été faite sur une option et la seule,
on n'allait pas être là à choisir l'option, j'allais dire l'option la plus rapide. Mais vous savez, en la matière, il faut disposer, comme j'ai dit, tous les éléments d'appréciation. Et nous allons les réunir. Comme j'ai dit, en la matière, on ne se presse pas de le faire. De peur de ne pas avoir tout ce qu'il faut, mais nous en tout cas nous sommes en train de réunir tout ce qu'il faut et surtout suivre le processus. Parce que ça c'est important. Même si l'entente directe est actée, il y a tout un travail à faire jusqu'à l'octroi du titre minier. Ça ne veut pas dire que d'office ils ont le permis d'exploitation. Donc ça va, le processus va continuer jusqu'à ce qu'on leur donne. On a le temps de suivre ça. Peut-être que si on découvre qu'il y a des éléments qui sont défavorisants pour l'intérêt de notre pays, on a la possibilité de donner notre point de vue, même pour le moment. Si on comprend bien ce que vous nous dites, c'est qu'il y a encore du travail à faire avant l'octroi effectif du titre minier à cette société que l'on ne connaît pas encore très bien et qui apparaît pour la première fois dans notre paysage minier. Le temps qui nous est imparti pour cette émission est arrivé à son terme et c'est la fin de cette audience du tribunal de l'actualité. C'est la deuxième de cette 10e semaine de l'année 2023 qui a fait un état des lieux du secteur minier, un état des lieux bref, certes, on y reviendra sans doute. C'est un secteur minier qui est confronté à diverses difficultés. Nous avons eu les éclairages de Jonas Yen, directeur des programmes de l'organisation pour le renforcement des capacités de développement ORCAD. C'est une ONG spécialisée dans le secteur des industries extractives. Merci, Monsieur Yen, d'avoir honoré notre convocation. Merci beaucoup. Merci aux juges qui ont siégé aujourd'hui. Donc, Bernard Bougma, merci. Merci à Geoffroy Vara. Merci. Et merci aux équipes techniques de réalisation ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de True TV, pour votre fidélité et pour votre attention. Hommage renouvelé à nos combattants qui payent de leur vie la sauvegarde de la patrie et prompt rétablissement aux malades, aux blessés, ainsi qu'à tous ceux qui souffrent dans leur chair, en attendant de retrouver le tribunal de l'actualité dès demain, mêmes heures, mêmes antennes, pour une nouvelle audience avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.